Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons faire un tour du monde de la géopolitique liée à la conquête spatiale. On va voir les principales puissances spatiales, leurs projets, les acteurs, etc. Cette vidéo sera présentée en plusieurs points, chaque point aura un thème. C'est parti. Numéro 1, les puissances spatiales. Une puissance spatiale est un pays qui a la capacité d'envoyer un objet en orbite ou au-delà. L'Allemagne a été le premier pays à envoyer un objet dans l'espace, mais pas en orbite. Juste une fusée V12 qui est montée et retombée en 1944. C'est l'URSS qui réussit l'exploit en premier avec son satellite Sputnik en 1957. Le deuxième à réussir l'exploit, c'est les États-Unis en 1958, puis la France en 1965, le Japon en 1970, la Chine la même année, le Royaume-Uni en 1971, l'Inde en 1980, Israël en 1988, l'Iran en 2009, la Corée du Nord en 2012 et enfin la Corée du Sud en 2013. Tous ces pays ont réussi l'exploit d'avoir une base de lancement, un satellite et un lanceur, mais la plupart n'ont fait que peu de tirs réussis. Numéro 2, les bases de lancement. L'emplacement d'une base de lancement doit répondre à plusieurs critères. Les États-Unis ont leur principale base de lancement en Floride, à Cap Canaveral. C'est un emplacement idéal pour plusieurs raisons. La base n'est pas trop loin de l'équateur, c'est un des endroits les plus au sud du pays, il y a la mer à l'est, ce qui permet de lancer les fusées dans ces directions sans risquer de toucher des zones habitées. Et c'est une zone peu peuplée. Et en plus, il n'y a pas de relief. Il y a aussi une base à Vandenberg en Californie qui est importante. Depuis cette base, les fusées sont envoyées vers le sud. En Russie, les deux principales bases sont celle de Plesetsk, qui est située au nord, c'est donc une base conçue pour des vols polaires, et la base de Baïkonour, située au centre du Kazakhstan. L'URSS avait choisi cet emplacement car c'était assez au sud et dans un endroit très peu peuplé, tout en étant bien relié au réseau ferroviaire russe. Aujourd'hui, le bémol, c'est que Baïkonour n'est plus en territoire russe. Il y a donc des accords avec le Kazakhstan. D'autres pays ont eu à certains moments des bases à l'étranger. La France avait par exemple sa base dans le désert algérien. Même après l'indépendance, elle s'est ensuite déplacée en Guyane française en 1968. La base de Kourou est très bien placée. En territoire français, située face à la mer à l'est, la jungle autour, et non loin de l'équateur. C'est devenu la principale base de lancement pour l'Union européenne. Plus on est proche de l'équateur, et plus on profite de la rotation de la Terre pour faire prendre de la vitesse à la fusée. Ceci dit, il existe encore mieux. Au Brésil, il y a la base d'Alcantara, construite en 1990, encore plus proche de l'équateur. Mais le Brésil n'a pas encore la capacité d'envoyer des fusées en orbite. En Inde, la base de lancement est située dans le sud-est, face à la mer. Les deux grandes villes de Bangalore et Hyderabad ne sont pas très loin. Ce sont des villes spécialisées dans les technologies de pointe, dont l'aviation. En Chine, le choix s'est porté vers l'intérieur, pour plusieurs raisons. La côte orientale est très peuplée, ça aurait été compliqué de mettre une base assez isolée. De plus, les fusées risquent de finir dans des mers qui sont sous influence de pays ennemis comme Taïwan ou le Japon. En étant dans le désert, le climat est aussi idéal car il n'y a jamais de nuages. Le climat, c'est très important. Il y a plein d'autres bases de lancement dans le monde. Une des plus originales est celle de l'Agence spatiale italienne, située sur une plateforme pétrolière au large du Kenya, mais aujourd'hui désaffectée. Numéro 3, libéralisation. À partir des années 1980, les grands organismes publics qui ont la capacité d'envoyer des objets en orbite vont chercher à gagner de l'argent, en envoyant des satellites pour des compagnies privées ou d'autres pays. La NASA a essayé de rentabiliser ses vols en créant la navette spatiale dans les années 1980. Mais cette dernière fut un échec commercial. Elle a été utile pour plein d'autres projets, mais pas pour les lancements commerciaux. Au contraire, l'Agence spatiale européenne, avec sa base à Kourou et ses fusées Ariane, sont devenus un acteur majeur dans les lancements commerciaux, surtout dans les années 90 et 2000. Mais depuis les années 2010, il existe même des entreprises privées. Aujourd'hui, la société SpaceX, avec ses fusées réutilisables, détient la moitié des lancements commerciaux au monde. Elle a commencé à opérer qu'à la fin des années 2010. SpaceX a permis de baisser le coût d'envoi de satellites. Elle a ouvert la voie à de nouveaux acteurs privés comme Virgin Orbit. Ces acteurs privés n'ayant pas de base de lancement doivent louer. SpaceX est basé à Cap Canaveral par exemple. À l'avenir, la base de lancement brésilienne Alcantara pourrait accueillir Virgin Orbit. Depuis quelques années, la Nouvelle-Zélande, avec sa base de lancement sur la péninsule de Maya, accueille des lancements de la société privée Rocket Lab, société états-unienne spécialisée dans le lancement de petits satellites. La libéralisation de l'espace entraîne aussi des projets ambitieux privés, comme Starlink, une constellation de milliers de satellites pour le fournisseur internet Starlink, appartenant à SpaceX. Numéro 4, militaire. En plus de différents satellites de surveillance ou de satellites destructeurs, les puissances ont développé des flottes de satellites de navigation. Par exemple, le réseau GPS est une flotte de 24 satellites américains de signaux de positionnement. Cette flotte permet à un récepteur de connaître sa position partout dans le monde.
Le système équivalent russe s'appelle GLONASS. Il fonctionne lui aussi partout dans le monde. Celui chinois est Beidou, qui devait à l'origine couvrir qu'une région du monde autour de la Chine. Aujourd'hui, il couvre le monde entier. Galileo est le système européen. Il existe aussi des systèmes régionaux. Le système IRNSS appartient à l'Inde et ne couvre que le sud de l'Asie et l'océan Indien. À tout cela s'ajoutent des satellites d'interférence radio, d'alerte, de destruction. 4 pays sont en capacité de détruire un satellite. Les États-Unis, la Russie bien sûr, et depuis récemment la Chine en 2007, et l'Inde en 2019. Ces puissances ont toujours détruit de vieux satellites à eux, plus par démonstration de force que par réelle utilité. En 1967 a été ratifié le traité de l'espace qui stipule l'interdiction d'utiliser l'espace pour y mettre des armes de destruction massive, tout comme de s'approprier l'espace ou la Lune. Numéro 5. Transport de passagers. Le premier pays à avoir envoyé un homme dans l'espace fut l'URSS en 1961 avec Youri Gagarin. Les États-Unis ont réalisé l'exploit la même année et la Chine en 2003. Il n'y a donc que ces 3 pays qui sont actuellement capables d'envoyer l'homme dans l'espace. La Russie utilise le Soyouz depuis 1967. Simple et efficace, ce vaisseau a évolué au fil des années. Il n'est évidemment pas réutilisable, contrairement à la navette spatiale, que les Américains ont utilisée entre 1980 et 2011. Mais ces dernières étaient trop coûteuses en entretien. Les Chinois utilisent le Chenzhou, qui est similaire au Soyouz. À partir de 2011, les États-Unis avaient besoin de la Russie pour ravitailler la Station spatiale internationale. Depuis 2020, l'entreprise privée SpaceX se charge d'emmener les astronautes des États-Unis dans l'espace avec le Crew Dragon. Dans un avenir proche, il est possible que l'Inde devienne le 4e pays à envoyer l'homme dans l'espace. Numéro 6. Les stations spatiales. Il existe 2 grands types de stations spatiales. Il y a les stations modulaires et celles multimodulaires. Une station modulaire est composée d'un seul module. La première station spatiale fut Salyut en 1971 par l'URSS. Les États-Unis ont lancé la leur en 1973, Skylab la seule. Les Soviétiques vont lancer plusieurs stations modulaires dans les années 70 et 80, tout appelées Salyut, avant de lancer la première station multimodulaire en 86, la station Mir. Les modules ont été placés entre la fin des années 80 et le début des années 90. À partir de 1998 fut construite la Station spatiale internationale pour remplacer Mir qui a été abandonnée en 2001. Cette station internationale fut construite en collaboration entre la Russie, les États-Unis, l'Europe et le Japon. C'est aujourd'hui le plus gros objet artificiel dans l'espace. Dans les années 2010, avant l'utilisation de SpaceX, les États-Unis étaient dépendants de la Russie pour envoyer des astronautes vers la station. Aujourd'hui, le principal problème, c'est la collaboration russe et américaine, alors que sur Terre, il y a la guerre en Ukraine. Les 2 pays sont totalement ennemis sur Terre, mais doivent mettre leur rivalité de côté dans l'espace. La Chine, quant à elle, a décidé de faire bande à part. Elle a lancé 2 stations modulaires dans les années 2010, qui n'ont pas duré longtemps, pour gagner de l'expérience. Depuis 2021, le premier morceau de leur station multimodulaire a été lancé. En 2022, elle devrait être terminée avec les 2 autres morceaux. Elle est donc beaucoup plus petite que la station internationale, mais similaire à Mir. Numéro 7. L'exploration. Encore aujourd'hui, il y a une course à l'exploration. Pendant la guerre froide, États-Unis et URSS se sont battus pour explorer le système solaire avec des sondes. Aujourd'hui, les acteurs sont beaucoup plus variés. Depuis récemment, la Lune et Mars sont à nouveau prisés par les puissances spatiales. Mars a été exploré par des sondes provenant de Russie, des États-Unis, de l'Agence spatiale européenne. En 2013, la sonde Mangalyaan est mise en orbite autour de Mars. L'Inde entre dans le giron. En 2020, la Chine arrive à son tour avec Tianwen-1. Mais le plus insolite, c'est l'arrivée des Émirats arabes unis en 2020 avec la sonde Al-Amal. Les EAU n'ayant pas la capacité d'envoyer une fusée, c'est le Japon qui s'en est occupé. Mais cet exploit martien est le résultat d'années d'investissement dans l'agence spatiale de ce pays. Seuls les États-Unis et la Chine ont placé des astromobiles sur Mars récemment. La Russie et l'Europe avaient un projet commun de longue date, mais avec la guerre en Ukraine, il a été mis en pause. En ce qui concerne la Lune, on trouve là aussi plusieurs puissances ayant placé des orbiteurs. Mais récemment, seuls les États-Unis et la Chine ont réussi à mettre un astromobile. La Chine a même réussi à placer un astromobile sur la face cachée en 2019, une première. Pour le moment, le projet le plus ambitieux est la mission Artemis. Les États-Unis veulent à nouveau envoyer l'homme sur la Lune. Le premier décollage en lien avec ce programme doit avoir lieu fin 2022 au plus tôt, après avoir été retardé plusieurs mois d'affilée. Le but de ce premier vol sera de lancer en orbite la capsule inhabitée autour de la Lune. Au sein de ce projet, il y a aussi le Lunar Gateway, une station spatiale autour de la Lune. Conclusion. Aujourd'hui dans le monde, les fusées décollent depuis plusieurs pays. États-Unis, Russie, Japon, Inde, Chine et Europe sont les puissances du spatial. Les autres pays sont assez secondaires. L'Agence spatiale des Émirats arabes unis a un très gros budget dans la recherche spatiale sans avoir la capacité d'envoyer des objets soi-même.
Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la géopolitique du spatial. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, et à la prochaine.